Il y a devant l'université de Tolbiac, sur les murs, 2 inscriptions qui m'ont paru intéressantes pour notre cours sur les violences policières et le rapport entre cette question de la violence policière et puis les différents niveaux de solidarité dans la société française. Ces 2 inscriptions sont parfaitement contradictoires, bien que visiblement elles aient été écrites, on reconnaît à la graphie, par les mêmes personnes. Sur un des murs, il y a écrit « Tout le monde déteste la police ». Et sur un autre mur, il y a écrit « Ici on gaze les étudiants » et c'est entouré de petits cœurs autour du mot CRS. Oui, c'est juste là en bas. Quand vous êtes face à Tolbiac à l'entrée, c'est sur la gauche, comme ça. Donc vous voyez sur les mêmes actions de graphes sur les murs, une déclaration de haine, de détestation, et une déclaration assez ambiguë d'amour. On voit bien qu'il y a une question d'ironie, mais moi je le prends pas au second degré. C'est un peu comme quand on dit nique la police, j'entends faire l'amour avec. C'est pareil en anglais, hein, puisque vous êtes anglophone, quand on dit fuck la police, fuck the cops, c'est exactement la même chose. Il y a une espèce d'ambiguïté dans les termes sur lequel je voudrais à la fin dire quelque chose. Je voulais commencer par là. Alors, je voudrais, on n'aura pas pu faire ce cours sur la violence policière. Bon, voilà, ça sera passé par des vidéos ou par des bricolages. Mais peu importe, je voudrais avec vous vraiment reprendre les éléments essentiels de façon très rapide et faire quelques pas de plus. Voilà. Alors, le premier point, c'est de quoi on parle quand on parle de violence. La violence, c'est l'utilisation du corps ou d'une arme donc par les forces policières, du corps ou d'une arme, pour atteindre l'intégrité physique et psychique de citoyens ou d'individus. Cette violence, elle est prévue par la loi. La police et les forces de l'ordre, soit gendarmes ou militaires, ayant le monopole de la violence légitime. Elle est aussi parfois hors la loi, mais normale, c'est-à-dire qu'elle est la plupart du temps pratiquée. Et enfin, bonjour, elle relève parfois de bavure. Vous avez l'air déçu. Vous êtes étonné. Pourquoi vous êtes étonné ? Vous connaissez Droupi ? Vous connaissez Droupi ? Parce que vraiment, à chaque fois, j'y pense. Pardon ? Vous avez peut-être été Droupi dans une vie antérieure. Bon. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans cette définition de la violence, c'est essentiellement son caractère normal, en ce sens que elle est prévue, et même lorsqu'elle n'est pas prévue, elle peut être régulière. C'est donc une sortie normale du régime normal du droit. Bon. Ensuite, le deuxième point que j'ai essayé d'éclairer dans les vidéos, c'est la naissance simultanée de la science politique et de la science policière, les deux voulant quasiment dire la même chose, c'est-à-dire il s'agit d'une science de l'administration de la cité et, pour le dire autrement, une science de l'administration des choses. Le terme en allemand, quand il est né, est plus frappant, je trouve, Polizeiwissenschaft, mais vraiment l'idée que il faut comprendre que la science policière, normalement, c'est simplement une science de l'administration, du marché, en fait, si on veut bien. Et
Elle ne devient violente que dès lors qu'il y a un déficit d'intégration, c'est-à-dire que dès lors que les règles ne sont pas suffisamment aimables pour être immédiatement intégrées et immédiatement appliquées. Quand on constate une violence policière, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on constate d'abord une violence administrative. C'est la violence de l'administration, c'est-à-dire la violence d'un mode de régulation des conflits qui s'exprime. La violence, les coups, les meurtres sont en quelque sorte la mousse. C'est le dessus des événements. Alors, le troisième point, pour continuer, donc, ce que c'est que la violence qui est essentiellement une violence administrative, une violence de la régulation. Le troisième point, qui est clarifié dans la deuxième vidéo, je crois, c'est cette idée selon laquelle la force de l'ordre, c'est toujours la force d'un ordre. La force d'un ordre social en particulier. C'est-à-dire qu'elle est là pour maintenir un certain état des relations sociales dans lequel il faut intégrer la répartition des statuts, la répartition des biens, le mode de régulation des conflits, mais aussi le mode de circulation des biens, c'est-à-dire comment est organisé le marché, comment est organisé le travail. C'est ça qu'on cherche à maintenir. Pour vous donner une idée plus nette, plus tranchée de ce que la fonction de police, c'est toujours, en réalité, la fonction de maintien d'un ordre, j'avais envie de prendre un exemple un peu caricatural, un peu grossier. Qui se situe d'ailleurs, vous allez le voir, à la frontière entre un État traditionnel et un État moderne. C'est la police qui a été montée par Daesh. Voilà. Alors, on sait que maintenant, par exemple à Raqqa, par exemple à Mossoul, il y a une police. Il y a une police. Alors, j'ai imprimé comme ça un article paru dans Libération, dans lequel il y a une description des pratiques de cette police. Bon. Et un témoignage m'a paru vraiment particulièrement parlant. Autre pilier de la vie sous l'État islamique, l'argent. Toutes les punitions, tout ce qu'ils mettent en place est en fonction de l'argent. Le reste, ce n'est que du vent, affirme Ali. Si un homme se rase la barbe, il doit payer et se faire fouetter. Si tu tentes de fuir, si tu lis du mail de Daesh, si tu manges pendant le ramadan, tu dois payer. L'école et les hôpitaux publics sont aussi devenus payants, sans argent, pas de soins, etc., etc. Ensuite, il y a eu une description d'un certain nombre de petits trafics, etc. Bref, peu importe. Là, vous voyez comment il y a un lien tout bête entre la police et la fonction économique. La fonction économique, elle est pas... Elle est multiple. C'est-à-dire, d'abord, Daesh va organiser le marché. Le marché des biens, le marché des femmes, puisque là-bas c'est un marché. Le marché des esclaves, la levée des impôts sur les religions et la levée des impôts sur les crimes. On voit bien comment, à ce moment-là, chaque crime correspond à une somme qu'on peut obtenir, à une levée de fonds qu'on peut opérer. Moi, ce qui m'intéresse par ailleurs, c'est que on voit à cet endroit-là qu'il n'y a pas de frontière très claire entre les actes économiques, la religion, la morale et la fonction de police qui vient surveiller tout ça. La fonction de police va surveiller aussi bien les mœurs que la pratique économique, que la levée de l'impôt. Pour le dire autrement, chaque action économique a une valeur politique et morale explicite. Et c'est la police qui vient régler ça. Et j'insiste, c'est une police qui vient régler ça. Là où en France, il n'y aura plus vraiment de police des mœurs, où il va y avoir des fonctions très spécifiques pour l'action sur les impôts,
où on va séparer les choses, là, on a un niveau d'intégration extrêmement fort. C'est-à-dire que tout acte a à la fois une valeur économique, religieuse, morale, politique, judiciaire, etc. Mais, une fois encore, et ça c'est vraiment tout simple, on a affaire à une fonction de maintien de l'ordre, il n'y a aucun jugement de valeur positif ou négatif à poser sur ce que c'est qu'une police. Une police, ça n'est qu'une fonction de maintien d'un ordre. C'est une fonction sociale de maintien. Bien. Or, j'aurais tendance à vous dire que dès qu'il doit y avoir violence, c'est qu'il y a un déficit d'intégration, c'est-à-dire que le système n'est pas capable d'obtenir l'obéissance par lui-même. Et par ailleurs, le policier, dès lors qu'il bascule dans une violence non légale, témoigne encore de ce manque de puissance du système. En quelque sorte, une bavure, c'est la démonstration d'un double échec. D'abord, le social a résisté, il a désobéi et la règle n'est pas suffisamment intégrée, mais encore le policier, c'est-à-dire cette fonction régulatrice, dysfonctionne aussi. C'est pour ça que j'aime bien que les inscriptions en bas de la fac soient aussi ambivalentes. Tout le monde déteste la police et on a envie de faire l'amour au CRS, on leur met des petits cœurs. Hein, bon. Quand il fait une bavure, en quelque sorte, le CRS ou le policier est aussi dysfonctionnant que la personne qui le réprime. Chacun se retrouve en quelque sorte pris dans une forme de solidarité de situation, c'est-à-dire l'un et l'autre sont sortis du régime normal du droit. N'aiment pas assez la règle pour la respecter. Alors, il est assez difficile de travailler sur la réalité des violences policières, notamment parce qu'elles ne font pas l'objet de statistiques suffisamment sûres pour pouvoir être détaillées, pour qu'on puisse parler des évolutions. On connaît des grands événements. On connaît par exemple la manifestation en 1962 réprimée au métro Charonne. Je ne sais pas, on connaît le cas de Malik Oussekine, on connaît le cas de Rémi Fraisse. On a comme ça aux États-Unis, vous avez un grand nombre de violences policières et de mouvements qui sont nés récemment pour lutter contre les violences policières faites aux personnes noires. On a comme ça des symboles, des exemples extrêmement forts qui viennent meubler le débat public ou nos représentations par rapport à la police. En fait, moi je suggérerais d'en avoir une lecture plus objective, distinguant d'abord très fortement le moment où la violence est, même si elle est excessive et illégale, programmée par l'institution administrative, et les moments dans lesquels elle résulte d'un dysfonctionnement de l'institution chargée du fonctionnement. Un cas récent m'a apparu intéressant, vous savez, c'est les violences qu'il y a eu au lycée Henri Bergson. Alors, j'ai lu 2 articles de Libération qui se suivaient sur le site et qui d'un côté montraient l'espèce de fatras administratif qui s'exprimait là entre les différentes forces, les différentes règles qui devaient fonctionner, les différentes procédures, et de l'autre côté le comportement bestial des individus, enfin des policiers qui était décrit en tout cas de manière bestiale par les voisins et par les lycéens eux-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce que on voit dans un même type de fait une espèce d'animalité, d'opposition à la règle, au fonctionnement, et puis de l'autre côté le fatras administratif, la pure administration des choses qui s'exprime à travers la chose policière. Bien. Ce paradoxe, il est complètement à l'œuvre. Il est vraiment bien décrit par l'ouvrage de Didier Fassin dont je vous ai de nombreuses fois parlé maintenant.
Et lui, il pose ça comme une espèce de question, c'est-à-dire comment finalement est-on venu à faire jouer à la police ce rôle qui en fait la garante de l'ordre social plutôt que de l'ordre public. C'est-à-dire comment est-ce qu'on en est venu à attribuer à la police non pas un rôle simplement de maintien de la paix, mais un maintien de l'ordre social, c'est-à-dire par exemple un maintien des inégalités. Moi, je vous dirais tout simplement que c'est sa fonction. Le maintien des inégalités, le maintien d'un ordre social complet, c'est la fonction policière première. Et il y a violence policière que dès lors qu'il y a en premier lieu violence administrative, c'est-à-dire une incapacité à répondre. Premièrement, une violence policière, c'est une incapacité de l'administration à répondre à quelque chose. Par exemple, comment je prends en charge, si on parle du FLN, cette question politique-là? C'est-à-dire comment je prends en charge les revendications de militants du FLN en France en 1962. Si je suis incapable de répondre politiquement parce que je fonctionne trop comme une administration ou parce que politiquement je suis aveugle et sourd, alors la fonction policière va dégénérer et va se manifester de manière violente. Comment ? Lorsque je suis incapable... Oui, quoi ? Ben, il faut rentrer si vous voulez rentrer. Non, oui, non. Bon. Oui. Oui, quoi? Non mais... Bonjour. C'est rentré, enfin. Oui, vous disiez. Parce que du coup, il y a souvent l'argument, par exemple, dans le cas des femmes, en gros, les brigades de terrain, les équipes politiques, et les femmes aussi, qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de femmes, parce qu'ils sont faire des populations où les femmes ne sont pas acceptées. Et est-ce que, je pense qu'il y a aussi un peu de avoir ce genre d'argument dans le cas de la violence en général, et de dire, comme c'est des individus violents, le seul moyen de réprimer cette violence, c'est de violer. C'est un peu ce qu'il y a des certains règlements de CRS par rapport à ce que c'est en disant, c'est la fille qui s'était comportée, il disait que voilà, elle nous insultait, elle nous a fait des tuer, elle était violente, et du coup, on n'a pas eu d'autre choix que de frapper. Est-ce que ça relève vraiment de leur point de vue, du coup, c'est pas un dysfonctionnement, parce que c'est la réponse normale à un comportement violent. J'ai pas l'impression qu'il y ait une... Le paradoxe, si vous voulez, c'est que c'est la force qui doit assurer le fonctionnement qui sort du fonctionnement. Bon, c'est tout. Et effectivement, elle est normale puisqu'elle est banale, en ce sens-là. Bon, point. Et si on l'analyse plus généralement... c'est exactement ce que vous dites. On a affaire à un groupe qui n'intègre pas suffisamment la règle pour que nous puissions agir en respectant la règle. Par conséquent, nous sommes obligés de revenir à quelque chose de quasiment pré-social, la lutte de tous contre tous, le comportement bestial, parce que face à nous, on a des gens qui n'intègrent pas la règle, pour qui la règle n'est pas assez aimable, pour qui la règle n'est pas suffisamment ancrée au centre de leur identité. Voilà. Donc, effectivement, il va y avoir des phénomènes de mimétisme, des phénomènes d'identité, d'où, à mon avis, l'ambiguïté et les expressions ambiguës d'affection. Sérieusement. Il n'y a pas d'incapacité des équipes qui rentrent en jeu. Elle est très claire, c'est-à-dire on impose une règle, on propose une règle, on met une règle sur la table, bon, voilà, hein, qui n'est pas respectée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement que les individus ne se l'approprient pas, ça n'est pas un symbole pour eux, ça n'est pas une part de leur identité, par conséquent, ils ont toutes les chances d'en sortir.
Comme ça, vous parlez de Oui. Alors, je vais vous lire un autre passage, parce qu'il me semble qu'il y a une contradiction repérée par des auteurs qui, en fait, l'est à mauvais escient. C'est-à-dire que c'est une fausse contradiction. Par exemple, alors, donc, dans cet ouvrage-là, toujours Didier Fassin, travaille sur cette espèce de contradiction qu'il y a entre les principes de déontologie de la police extrêmement positifs, extrêmement gentils. La police nationale concourt sur l'ensemble du territoire à la garantie des libertés et à la défense des institutions. Elle s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leurs origines, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Et la réalité, alors on se dit « Oh, mais il y a un écart! C'est pas normal! Ça va pas !» Bon. Et donc, un policier, alors on cite ensuite un auteur qui s'appelle William Kermuy, reformule cette tension entre un langage moral de la vertu plus propre. Considère-t-il à rendre compte de la diversité, de la complexité des attitudes des policiers. Un policier devient un bon policier pour autant qu'il développe deux vertus. Intellectuellement, il doit saisir la nature de la souffrance humaine. Moralement, il doit résoudre la contradiction de devoir atteindre des fins justes au moyen de la coercition. En d'autres termes, un bon policier, c'est quelqu'un qui, a une sensibilité humaine, un vrai respect. En même temps, il doit comprendre en lui-même, il doit résoudre cette contradiction en lui-même, que des fois, il doit utiliser des moyens inhumains, injustes, pour suivre des fins justes. Donc la fin justifie les moyens. Or, ce que je vous dis, c'est que cette fonction-là, elle est immédiatement inhérente au principe d'une police, c'est-à-dire d'un principe de régulation identifié comme une fonction externe et qui est là pour maintenir une administration des choses qui inclut une situation politique, un ordre social, par exemple des inégalités. Donc en fait, pour le dire autrement, la police est le garant de toutes les violences symboliques qui s'expriment normalement dans une société donnée. D'accord ? Si on définit un ordre social comme un ordre fondé sur une certaine répartition des biens, des richesses, des statuts, une circulation, etc., c'est-à-dire une certaine administration des inégalités, et donc une certaine administration de la violence symbolique, la police est structurellement le principe qui va garantir, appliquer, ordonnancer, mettre en musique cette violence symbolique. Ce que j'essaye de vous dire depuis le début, c'est que la part physique, l'intrusion dans l'intégrité physique et psychique des individus est la marque d'un double échec. C'est-à-dire échec de l'administration à se faire aimer, à produire suffisamment d'intégration, de sens de l'hiérarchie, si vous voulez, ou de situation hiérarchique pour qu'il n'y ait pas de délit. C'est-à-dire que l'ordonnancement fonctionne bien, que tout fonctionne. Bon. Et simultanément, incapacité de l'administration à résoudre ces conflits de manière purement administrative. Si on reprend l'ouvrage de Didier Fassin dans sa construction, il commence de manière assez touchante par deux récits. Le premier récit qui est l'arrestation de son fils et le fait qu'on l'emmène au commissariat, bêtement parce qu'il est en train d'attendre un bus dans une banlieue où on arrête les gens parce qu'ils sont là, quoi. Alors il l'a bien éduqué, il lui a bien dit de ne pas parler, de rien dire, de surtout rien dire quand il est arrêté, d'attendre qu'on vienne chercher son papa, enfin, etc., des choses comme ça. Et puis ensuite on bascule à un autre récit qui est celui de l'affaire dite Zied Ebouna, que vous connaissez probablement, et qui est là encore hyper intéressante par le mimétisme qu'elle propose, c'est-à-dire des jeunes gens innocents se mettent à courir quand ils voient des policiers de manière pavlovienne et de manière pavlovienne aussi des policiers se mettent à courser des jeunes gens et ça dégénère dans
ici dans la mort de jeunes individus et des blessures très graves pour un jeune homme. Bon. Et à partir de ce cas-là, toute une réflexion se développe sur le corps policier, c'est-à-dire comment fonctionne une BAC et à quel moment est-ce qu'on va rebasculer du côté de l'animalité, comment est-ce qu'on a l'impression qu'on est un peu un cow-boy, comment est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un principe administratif qui est bête et une pratique physique qui est plus juste et plus proche du terrain. Et puis à la fin, on finit par dire, voilà, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces pauvres gens, les policiers, sont obligés d'être pas à leur place, c'est-à-dire en train de maintenir un ordre social, au lieu d'être en train de simplement de faire la paix. Ce que je dis, c'est que cette lecture est erronée, elle est très intéressante, elle est très documentée, elle est passionnante, mais elle est erronée pour une raison très simple, c'est que cette fonction de maintien de l'ordre social est premier. Voilà. Essayez de comprendre ou de sentir que malgré l'extraordinaire différenciation des fonctions qu'on trouve dans une société très administrative, très sociétale, si on veut bien, comme la société française, et très peu intégrée, avec des fonctions économiques très distinctes, des fonctions d'administration elles-mêmes distinctes, des fonctions politiques elles-mêmes distinctes, des fonctions religieuses elles-mêmes, etc. En réalité, ces fonctions-là demeurent très intégrées. Si vous prenez par exemple le terrorisme, ce que je vais dire est moyennement politiquement correct, mais c'est un fait avéré. Le principal impact du terrorisme sur la France, et donc la principale nécessité d'une intervention policière sur cette question, c'est évidemment une intervention économique. Et c'est une intervention économique même à plusieurs niveaux. Niveau évident. 1. On est obligé de payer plus de policiers. C'est un niveau économique évident. Deuxièmement, il y a moins de touristes. Niveau économique évident. Bon. Troisièmement, on va avoir un impact plus diffus, on pourrait dire sur le moral des Français, sur la peur, sur l'angoisse, sur la consommation d'anxiolytiques. Oui, mais c'est évidemment des choses comme ça. Sur le nombre d'investissements qui vont être faits, etc., etc. Et donc, on a un impact économique. Bon. Vous voyez bien qu'une grande part des mesures policières qui sont prises uniquement de manière symbolique et pour rassurer. Mais on rassure pourquoi ? Bon, pour pas être décrédibilisé, pour être élu, etc., ça c'est une chose. Mais encore, pour que le système social puisse fonctionner, pour que les métros fonctionnent, pour que les routes fonctionnent, pour que les gens puissent continuer à s'inscrire dans le fonctionnement normal du système social français, qui est avant tout un système de production de biens, de richesses, de services. Si vous voulez, j'aurais une vision extraordinairement matérialiste de ça en vous disant, de la même manière que les services d'hygiène et de sécurité vont s'assurer qu'on ne mange pas de la viande avariée ou de la vache folle, ou etc., de la même manière, nous assurons par des mesures policières que les agents économiques et techniques puissent circuler dans l'espace français sans être gênés par les bombes. Voilà. Il y a beaucoup de mesures policières qui sont prises qui ne visent pas à réduire les bombes, qui visent juste à faire croire aux gens qu'on est plus en sécurité. Par exemple, les militaires qui sont devant les véhicules, etc. Apparemment, c'est prouvé que c'est pas eux qui vont empêcher des bombes, mais ils sont plus là pour rassurer la population, et du coup, c'est que symbolique en fait. Et ils n'empêchent pas matériellement les bombes, etc. En fait, j'ai pas vraiment besoin de démonstration objective de ces points-là pour abonder ma démonstration de cette espèce de principe administratif et donc de marque, de fonction croissante, la police comme fonction croissante du défaut d'intégration de solidarité mécanique dans une société, si on veut bien. Quand on place des policiers ou des contrôles pour des mesures essentiellement symboliques dont effectivement on a l'impression qu'elles ne peuvent pas empêcher des attentats. Ce qui est vrai, alors il faudrait quoi ? Il faudrait interdire les marchés.
Les manifestations, on peut... Enfin, les gens, il faudrait interdire les gens, quoi. Il faudrait interdire la circulation. C'est un peu difficile. Bon, alors, les cours, évidemment, en premier lieu. On place des symboles ou on place des actions. Les deux. Mais les deux ont la même fonction. Les deux ont la même fonction, c'est-à-dire qu'une action soit purement symbolique ou purement fonctionnelle, elle est là pour soit assurer la sécurité, soit rassurer quant à la sécurité, c'est-à-dire augmenter la normalité des actions sociales des agents qui sont là. Assurer, pardonnez-moi d'ailleurs, la normalité des actions sociales des agents économiques et techniques qui sont là. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne restent pas terrés chez eux, que les gens ne cessent pas de consommer, que les gens ne cessent pas de travailler. Point. C'est vrai aussi bien de la protection des personnes et des biens et des services que du maintien normal du fonctionnement des activités économiques. En fait, c'est une seule et même chose. Quand on entend protection des personnes et des biens, quand on parle de la police, il ne faut jamais s'arrêter à cette formule-là, c'est protection des personnes et des biens et maintien de l'ordre, c'est-à-dire d'un certain ordre, c'est-à-dire, et on reprend la totalité des choses, maintien d'une certaine distribution des richesses, des statuts, des prestiges, d'un mode de régulation des conflits et d'un mode de circulation des richesses et d'un mode d'organisation du travail. Bon. Je vous donne un exemple tout simple, hein, vraiment archi simple. Des ouvriers, tiens, voilà, je sais pas, d'une usine, là, je vois de la fumée, tiens, disent, ben voilà, nous on en a marre d'avoir un patron, alors ben, on va dire que c'est plus lui le patron, et on va prendre possession de notre usine, et maintenant, ben, tout le produit de l'usine, eh ben, ce sera pour nous. On va devenir riche comme ça. Et ben la police va intervenir, protégeant les biens. Quelqu'un dit, ben voilà, moi sur telle zone donnée, tel territoire donné, comme on est pauvre, on en a marre, on va installer une douane. C'est-à-dire que le Franprix qui abonde, le centre commercial Rony 2, on va mettre une douane. Vous savez quoi? Et donc tout ce qui va rentrer va... Bon, alors il y a déjà des douanes, des formes de douane dématérialisées, si vous voulez, à TVA, c'est un genre de douane. Seulement, au lieu de payer l'État, on va payer toutes, je sais pas, les cités qu'il y a autour. Voilà. Ou les quartiers qu'il y a autour vont récupérer un impôt. Mais la police va intervenir et va dire, mais ça va pas ou quoi? Un groupe va dire, bon, ben alors voilà, nous, on a décidé qu'en fait, l'économie formelle était insuffisante pour nous, on va passer dans l'économie informelle, alors on va vendre des produits illicites, et on va pas ou d'ailleurs, ou licites, des voitures, des vêtements, etc., mais on ne va pas le déclarer. Donc vous voyez, là, on est simplement dans la sortie du régime normal de circulation des biens. La police va intervenir, ou pas. Mais de la même manière qu'une police peut ne pas intervenir, parce que un certain niveau d'illégalité maintient quoi? Maintient en apparence le fait que toutes les zones du territoire répondent uniformément au même principe d'administration. Voilà. Et là, c'est exactement du même type que la violence policière, c'est lorsque on est obligé de sortir du droit pour maintenir quelque chose. Donc c'est exactement la même chose, on a un défaut d'intégration d'un territoire, on n'a pas les moyens par la règle d'obtenir l'uniformité du fonctionnement, donc on va maintenir l'apparence d'uniformité du fonctionnement. Je ne voudrais pas rentrer dans un détail d'analyse psychologique et d'atermoiement apitoyé sur nos pauvres concitoyens qui assument la fonction policière. Néanmoins, quand, je ne sais pas, deux policiers voltigeurs tuent Malik Oussekine en marge d'un rassemblement, ils passent avec leur moto, ils le matraquent, lorsque
un jeune homme, M. Gatti, se fait exploser son œil par une flashball lors d'une manifestation complètement anecdotique par ailleurs, enfin, qui ne menaçait en aucun cas l'ordre public, lorsque Rémi Fraisse, donc meurt suite à l'explosion d'une grenade. À chaque fois, regardez ce qui va placer le policier dans cette situation absurde dans laquelle il sort de ses nerfs ou commet une erreur en sortant de la règle, mais enfin c'est pas n'importe quel type d'erreur, c'est une erreur qui provoque mort d'homme. Bon. On est dans les cas que j'ai cités, et on pourrait revenir encore sur cette dernière affaire au lycée Bergson, au départ sur un conflit presque d'incommunicabilité entre une administration d'État qui cherche à imposer quelque chose et une population qui s'y oppose frontalement. Notre-Dame-des-Landes, est-ce que c'est pas le truc extraordinaire? Il y a une espèce de refus massif, franc, direct, brutal, du principe d'administration du lieu et de toutes les institutions locales qui se sont exprimées. Enfin, institutions administratives reconnues par l'État. Et un autre principe d'organisation qui est là. C'est là la source de la violence. Et à un moment donné, pour revenir à notre policier, il y a quelque chose d'insupportable. On lui demande de faire quelque chose d'impossible. On lui demande de faire adhérer à un système, à un fonctionnement, une population qui ne veut pas y adhérer. C'est à ce moment-là qu'il y a crise, en quelque sorte. C'est à ce moment-là qu'il y a recours aux derniers expédients. Oui. C'est un peu comme si l'administration ne prenait pas en compte le fait qu'on puisse ne pas accepter ces règles. Et que du coup, étant donné que... Non, détrompez-vous, elle le prend tout à fait en compte, c'est pour ça qu'elle a une police. Mais du coup, le fait que la police soit violente, c'est peut-être... je sais pas. Mais dans toute société... Attendez, parce qu'il y a autant de police assumant la même fonction dans les états qu'on peut trouver, c'est-à-dire maintenir un ordre, ou accompagner la transformation d'un ordre, mais en gardant l'initiative du changement auprès d'un pouvoir. Voilà, c'est vraiment la fonction de maîtrise. C'est la fonction de maîtrise de l'organisation. Voilà, c'est ça. Bon. Ensuite, ça peut être sous Pinochet, sous Franco, en Suisse, au Bhoutan, sauf dans une société traditionnelle où il n'y a pas de fonction séparée d'administration, mais plutôt un ensemble de règles intégrées. Donc, dès lors qu'on est dans une société moderne, il y a un principe de police. Bon. Ce principe de police, il doit se confronter au fait qu'une part de la population refuse l'administration ou une part de l'administration, une part des règles, sans pour autant être un ennemi. Pourtant, Didier Fassin relève vraiment le fait que les policiers de la BAC qui l'étudient très clairement parlent d'ennemis de l'intérieur. On est obligé de rebasculer dans cette logique guerrière parce que sinon rien ne justifie le fait de basculer dans la violence. Bon. Dans un système de domination féodale, ce dilemme-là n'apparaît pas, puisqu'on a soit ceux qui nous appartiennent et qui nous obéissent, soit effectivement des ennemis. Bon, voilà. Là, c'est pas le cas, on a des fonctions séparées, et en plus, il y a du négociable. Il y a du négociable et du non négociable. Bon. Lorsque un principe d'administration a suivi ses règles et qu'il a utilisé les recours permettant la négociabilité des choses et qu'il a épuisé ces recours-là, il se retrouve en quelque sorte dans une situation où il n'a plus rien de négociable à proposer et il doit imposer quelque chose. Bien que il y ait du déchet, il y ait du refus, il y ait le principe d'un dysfonctionnement qui se présente. Or ça, il n'a pas de réponse pour le faire. Il ne sait pas faire entrer administrativement la population dans les cordes. Il est donc obligé d'avoir à faire un recours très archaïque, qui est quasiment l'identification d'un ennemi de l'intérieur. C'est, à mon avis, parce qu'il y a autant de procédures, autant de règles, autant d'administrations, qu'on est si loin, en fait, du quotidien, de la vie des gens, d'un rapport
normé par le droit des gens entre forces de l'ordre et personnes. C'est parce qu'on est aussi structuré dans l'administration, parce que la police est une fonction administrative, elle est essentiellement ça, que quand ça ne marche pas, ça c'est aussi violent. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre recours, on ne sait pas faire. On ne sait pas administrativement faire rentrer dans le rang ce qui s'oppose au fonctionnement normal de la société. Bon. Tout à l'heure, il y a une manifestation qui est organisée. Bon. La plupart du temps, quand vous voyez une manifestation, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un mode de régulation des conflits absolument traditionnel, bon, dans lequel les rapports entre policiers et manifestants et forces de l'ordre interne à la manifestation, c'est-à-dire services d'ordre, sont parfaitement codifiés, établis, traditionnels. Pour troubler la circulation parisienne, les organisateurs de la manifestation ont demandé à la préfecture de police le droit de circuler, c'est-à-dire en fait le droit de mettre en échec temporairement le macrosystème technique qui assure la circulation des voitures dans la ville de Paris. Tout ça est rigoureusement ce qui se passe. Bon. Ça, c'est un ordre. Ça, c'est un ordre. Et c'est un ordre qui, même s'il a l'air un petit peu baroque, ne correspond qu'à Paris, qui est la ville au monde où on manifeste le plus, etc., est complètement encadré administrativement. On sait qui est responsable, on sait comment ça va se passer, et on a déjà programmé quelque part dans Paris les voitures qui passeront derrière pour ramasser les poubelles et les papiers des merguez qui ont été mangés traditionnellement et qui auront bien payé leur TVA. Non mais regardez, voilà le fonctionnement tel qu'il est. Ce mode d'expression, s'il est un mode de contestation et de négociation, n'est en aucun cas une contestation de l'ordre. C'est même au contraire la célébration d'un certain ordre, c'est-à-dire d'un mode de régulation des conflits, dans lequel, pour le dire crûment, au lieu de prendre les armes et d'aller à l'Élysée ou de contester sur Facebook, on défile dans la rue avec des pancartes. Imaginez que vous êtes martien et que vous voyez une manifestation parisienne ou ailleurs en France, c'est très cocasse, c'est très amusant. On dirait une procession, c'est des gens qui défilent comme ça, qui montent leur tête dans la rue, qui sont incroyablement nombreux, tout en étant absolument, réduits à un certain niveau d'impuissance collective, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas de la masse pour autre chose que pour démontrer qu'elle existe. Voilà. Tout en simplifiant terriblement la prise de parole, puisqu'on parlera par slogan, on parlera tous ensemble, d'ailleurs tous ensemble, c'est-à-dire en fait en respectant une tradition. Donc en fait on s'inscrit dans un maintien de l'ordre. La manifestation, pour l'essentiel, participe d'un maintien de l'ordre qui est parfaitement compris par l'ensemble administratif. C'est une part de baroque qu'elle accepte. On n'est plus on n'est pas dans le cadre de grève générale, d'occupation sauvage, de manifestations sauvages, d'émeutes. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans un cadre très bien établi. S'il y a à la marge de ces manifestations des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements peuvent être très nombreux. Ça peut être le fait que la manifestation refuse de partir et reste au même endroit et bloque le carrefour. Voilà, si elle refuse de bouger. Si elle bouge de manière imprévue. S'il y a des éléments qui se désolidarisent ou qui s'ajoutent sans se solidariser et qui pratiquent des violences ou des dégradations qui ont un impact économique. Par exemple, casser des vitres. Ou affronter les forces de l'ordre. Et encore, dans une certaine mesure, un certain niveau d'affrontement avec les forces de l'ordre est déjà prévu et considéré comme normal et c'est pas grave. Bon. Si on doit passer au niveau hors administration normale, hors régulation, alors
Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est souvent un problème que les mouvements militants rencontrent, c'est-à-dire comment je fais pour aller contre ces éléments qui me font perdre de la crédibilité, etc. Comment je fais pour faire moi-même la police? Bon, effectivement. On se trouve dans cette situation où c'est tout le système social à ce moment-là qui est mis en cause. Si, je ne sais pas, des agitateurs, des gens, des groupes décident effectivement, par exemple, de sortir de la tradition de la manifestation pour casser. Voilà, pour casser des choses, pour voler des choses, pour faire... Bon. C'est tout le mode de régulation des conflits, incluant les manifestants, qui sont en train de remettre en cause. Et donc c'est ce principe global d'administration des choses que la police va tâcher de rétablir. Bon. Elle ne sait pas le faire. Assez logiquement, en tant que principe d'administration, elle ne sait pas le faire. C'est donc pourquoi elle intègre cette fonction. Elle ne sait pas le faire puisque sa simple présence comme rappel à l'ordre, comme rappel à la régulation normale, n'est pas suffisante. En d'autres termes, le fait qu'elle produise l'arrêté, qu'elle montre le texte, qu'elle affirme le droit, par sa présence, et pourquoi pas d'ailleurs, il m'est arrivé une fois où j'avais fait l'objet d'un contrôle de papier complètement absurde, qu'on me montre la circulaire de la préfecture demandant en gros de faire des contrôles, pas absurdes, c'est pas le terme qui était utilisé, mais pour trouver des armes ou des choses comme ça à la station Saint-Michel, enfin il fallait trouver des trucs. Or j'avais une canne, ils soupçonnaient que ce soit une canne épée, et ils se sont dit ah bah attends, on va pouvoir... Et puis non. Donc nous avons bien ri avec le policier finalement. Enfin bien ri, façon de parler. Il arrive qu'on puisse bien rire avec des policiers, mais il faut dans ce cas-là que ces policiers-là soient extraits de la situation de tension dans laquelle ils sont devant cette injonction paradoxale, utiliser des moyens hors régulation, hors règles, hors normes, on pourrait dire ça, pour enfin savoir faire ce qu'ils sont incapables de faire en respectant la norme, c'est-à-dire en produisant le droit qui fait l'objet d'un défaut d'intégration. Vous voyez, les choses commencent à être un peu cohérentes. Bon. Quand vous voyez un système extrêmement policé, dans lequel les gens se tiennent à carreau, ont peur de la police, refusent de... etc., etc. À travers la peur de la police, c'est pas la peur du policier qu'il faut voir. C'est la peur de la règle. C'est la peur vis-à-vis de la règle. C'est-à-dire vis-à-vis du principe qui produit la règle, du pouvoir en réalité. Bon. Oui. Quoi ? Tout à fait vrai, on a peur de la punition, on a peur de la matraque, on a peur d'aller au camp, on a peur d'aller en prison, on a peur de la torture, on a peur de tout un tas de choses. Mais à travers ça, structurellement, c'est la façon dont la règle est capable d'imposer un niveau d'intégration. Même si c'est pas par affection, hein. Bien. En fait, pourriez vous souvenir de ce schéma-là de Mary Douglas, vous savez, avec ici la régulation, ici l'intégration, hop, hop. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour qu'il y ait police, c'est-à-dire un corps social dédié scrupuleusement au maintien de l'ordre, c'est-à-dire d'un type de fonctionnement, d'un type de régulation, il faut une société qui se situe par là. C'est-à-dire beaucoup de règles et très peu d'intégration. Parce qu'une société qui se situe ici, beaucoup de règles très bien intégrées, n'a pas besoin de police, ou la police peut simplement se montrer, c'est suffisant, ou montrer le texte, si on est par là. Ce que j'essaie de vous faire comprendre tout simplement, même s'il s'agit d'un type de violence très particulier, c'est que le simple positionnement d'une société ici
relèvent déjà d'une violence administrative. C'est-à-dire qu'on est obligé de respecter des règles qu'on n'aime pas, qui ne font pas partie de notre identité, qui ne sont pas, en quelque sorte, intégrées au sein d'une cohérence sociale, d'une identité sociale, d'un principe d'identité, d'affection, de reconnaissance réciproque. Les règles ne sont pas des symboles, elles sont des voies, des modes de fonctionnement, des types d'organisation explicites et qui s'imposent à nous. Ça n'est pas un état du monde, c'est un ensemble de règles qu'il convient de respecter parce que ce sont des règles et qu'elles permettent un certain niveau d'efficacité sociale, sachant que chaque société va choisir d'identifier quels sont ses critères d'efficacité. Pour nous, c'est la production de valeur ajoutée économique. Bon. Dès lors qu'on aperçoit ce principe de maintien de l'ordre comme principe de maintien d'un certain nombre de violences symboliques, alors la violence policière découle de source, est tout simplement inévitable parce que elle survient déjà dès lors qu'un système social décide de faire ce qu'il n'est pas capable de faire. Comprenez ? Ce qu'il n'est pas capable de faire, il va falloir le faire autrement. Or, puisqu'il n'est pas capable de le faire par l'administration, par un surplus d'administration, en général, vous n'obtenez pas le respect d'un protocole et d'un formulaire en rajoutant un troisième formulaire ou un deuxième formulaire. Enfin si, des fois on pense comme ça en France, mais peu importe. Il est donc en quelque sorte déjà compris dans le prix que la société se donne les moyens de sortir de son fonctionnement normal pour assurer son fonctionnement normal. Bon, évidemment, vous me sentez venir gros comme une patate avec le point qui est là. Lorsque le policier ou le manifestant, ou la personne d'ailleurs, ou le groupe, lorsqu'ils sortent du régime de droit, à l'intérieur de leur fréquentation et de leur fréquentation quasi quotidienne, dans certaines banlieues comme le décrit Didier Fassin, mais en réalité dans un grand nombre d'espaces publics aujourd'hui, alors les relations qui existent entre individus, citoyens d'un côté et policiers de l'autre ne sont pas tant traditionnelles que presque pré-sociales. C'est à un moment donné où on renégocie les conditions de la fréquentation de façon animale, avec pour seul outil de négociation la force, le nombre, on pourrait dire la voix, et voilà, un certain usage de son corps. Oui. Mais il y a aussi une solidarité qui est importante au sein des groupes, au sein de la police et au sein des manifestants, par exemple. Tout à fait. Mais c'est pas du tout la même, par exemple, lorsque un commissaire donne un ordre à un subordonné, où là il y a une solidarité organique définie par une hiérarchie et des protocoles, que celle qui va s'exercer au feu. Les CRS qui vont mettre en place des actions violentes, c'est jamais un CRS c'est souvent un effet de groupe face à un autre effet de groupe. C'est un effet de groupe face à un autre effet de groupe. Je pense que ce que vous dites est juste, mais insuffisant. En fait, c'est deux effets de groupe à l'intérieur d'un effet de groupe
global qui est celui qui se met en parenthèse du régime social normal pour rentrer dans des relations presque pré-sociales, voilà. Alors, elles ne sont pas pré-sociales en ce sens qu'elles participent du maintien de l'ordre, en ce sens qu'elles participent du maintien des inégalités, en ce sens qu'elles participent du maintien de l'ordre social. Ça, c'est tout à fait un fait. Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur cette espèce d'attirance qu'il y a entre ces deux groupes. Moi, je suis extrêmement frappé par les phénomènes de mimétisme qui existent entre les groupes qui ont l'habitude de se frotter à la police et la police. Quand on parlait de réflexe pavlovien, vous voyez dans la fuite, ça c'est une chose, où effectivement tout le monde se met à courir. Alors on se met à courir dans nos banlieues, youpi. Mais par ailleurs, quand on voit des Black Blocs face à des CRS, ils ressemblent exactement à la même chose, quoi. On pourrait avoir face à face des gardes suisses et des hippies. Non! On a des gens en noir, bien protégés. C'est les mêmes. Ils viennent se frotter comme ça, et ils savent, ils ont rendez-vous quasiment. Pour moi, il y a là une puissante pulsion, une puissance quête d'intégration à travers ça, c'est-à-dire que ça manque tellement que c'est ça qui ressort, on a besoin de se frotter. Bon, c'est un peu excessif ce que je vous dis, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre le mouvement. Ce dont ça témoigne, c'est d'un tragique manque d'intégration, et donc, assez bizarrement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se déteste, on se frotte, et puis on s'aime, et on se ressemble. Et avant de vous donner la parole, moi vraiment, je trouve excessivement comique cette espèce de démonstration de haine ou d'amour contre la police dans les tags qu'il y a autour de Tolbiac, quand, de manière aussi claire lors d'un mouvement social, les groupes mobilisés à l'intérieur de l'université sont obligés de mettre en place leur propre police, se posent la question du service d'ordre, se posent la question du maintien de l'ordre, annoncent qu'elles sont solidaires avec les motions de solidarité avec les videurs, là, comment ça s'appelle, pardon, les vigiles, merci. Oui, non, mais avant, on appelait ça les appariteurs, ils étaient très bien habillés, tout ça, et même ils pouvaient rendre des services en classe. Bon, maintenant les choses ont changé, c'est des vigiles, quoi. Bon, pas rien. Bon. C'est très bien, bravo, Youpia. Mais si vous voulez, c'est au moment où ils sont obligés d'assurer eux-mêmes leur propre police, puisqu'ils revendiquent de devenir les administrateurs du lieu, hein, et donc d'imposer une administration alors qu'ils ne sont pas suffisamment aimés pour qu'elle soit parfaitement respectée, puisqu'il y a une partie des étudiants qui ne veulent pas qu'on fasse des assemblées générales et qu'on bloque les ascenseurs. Dès lors, alors qu'ils ont justement assumé cette fonction policière, d'un coup, ils vont crier qu'on n'aime pas la police, on n'aime pas la police. Mais si, non seulement vous adorez la police, mais vous en formez une. Là, vous êtes en train de comprendre effectivement la vraie difficulté. Et ça se frotte exactement de la même manière, parce qu'on est obligé de bloquer les ascenseurs physiquement. Bon. Et ressort à ce moment-là un motif que je trouve vraiment passionnant, parce que pour moi il est au cœur des choses. On entend en assemblée générale régulièrement cette phrase selon laquelle faut pas s'engueuler comme ça, vous êtes trop contre, vous n'êtes pas assez pour, ou ceci ou cela, il faut que les choses se passent bien, il ne faut pas qu'il y ait de cris, il faut faire comme ça au lieu d'applaudir, enfin, et puis il faut se respecter les uns les autres, comme si on avait peur du conflit. C'est-à-dire comme si on allait chercher à passer d'un principe d'affrontement à un principe d'administration des choses. Mais c'est la base de notre fonctionnement républicain et démocratique, c'est l'idée que le conflit a une valeur positive. Et que c'est parce qu'on est opposé et qu'on a un système de régulation des conflits que la société peut vivre politiquement de manière intéressante et pas se figer dans un fonctionnement administratif, dans un pur fonctionnement. Donc il y a une valeur positive du conflit. Et là, voilà, je revois les gens à la tribune dire « Ah mais nous on n'est pas là pour prendre position, on est là pour que ça fonctionne bien. » Ça va pas ou quoi? Bien sûr que chacun est là pour prendre position.
C'est-à-dire que là, vous voyez un modèle où, de la même manière qu'à l'Assemblée, mais pourtant le président de l'Assemblée a une couleur politique, eh bien, il y a un principe d'administration et une couleur. De la même manière, on va essayer comme ça de se faire plus administrateur qu'administrateur et de sortir d'un modèle au contraire de gouvernement, de conflit politique, etc. Vous voyez que cette espèce de logique, c'est drôle. Et donc, puisqu'on bascule du côté de l'administration, alors on a besoin d'une police. C'est intéressant, non? Moi, je trouve ça très intéressant. Et à aucun moment, on ne célèbre, par exemple, l'existence du conflit. Pour moi, le conflit, par exemple, politique à l'intérieur de l'université, c'est une chance extraordinaire. C'est une chance parce que ça nous permet de sortir du moment où on est là pour déverser du savoir chez vous, et puis alors vous prenez des notes, et puis ensuite vous... Voilà. On n'est pas non plus dans un rapport de clientèle. Mais d'un coup, on se retrouve tous à un niveau d'horizontalité en tant que ceux qui produisent l'université, élèves et enseignants, et qui en sont un peu l'origine, le centre, même si on n'a plus l'autonomie qu'avaient les universités en France à leur fondation, c'est-à-dire des cellules complètement autonomes, d'enseignants et chercheurs. Enfin, d'enseignants, chercheurs et étudiants, pardon. Or là, c'est vu comme un risque. Mais quelle bureaucratie étudiante il faut pour que le conflit, c'est-à-dire le moment où on se reforme en tant que collectivité, justement, soit vu comme un risque. Bon, sur ce, on s'est bien amusé, c'était formidable. Pour la bonne bouche.